Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours, on aborde ensemble les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à l'explosif rapport de la Cour des comptes sur la gestion du Louvre. Un peu plus de 2 semaines après le cambriolage des joyaux de la Couronne, la Cour des comptes publie un rapport accablant sur l'état des finances, la politique d'acquisition des œuvres, le sous-investissement général et la mauvaise gestion du musée. Une véritable gifle pour cette institution parisienne qui avait déjà un genou à terre. On fait le point avec nos invités en plateau dans 1 minute. En culture, un ouvrage qui est un véritable trésor sur Paris. C'est le guide illustré de Marin Montagu qui nous présente son Paris de toujours au travers des plus belles adresses parisiennes. C'est tout bon enfin et au menu ma table préférée du 9e arrondissement parisien, les Invisibles, une carte minimaliste, la valorisation de nos territoires et de ceux qui nous nourrissent. C'est un vrai régal. On rencontre Mathéo Couturier en fin d'émission. Le rapport de la Cour des comptes sur le musée du Louvre a été publié et il accable l'institution parisienne, mettant à mal les déclarations de Laurence Descartes suite au cambriolage des joyaux de la Couronne. Elle affirmait s'inscrire en faux du pré-rapport et décrier tout retard sur la sécurité. On l'écoute, c'était le 22 octobre pendant son audition au Sénat. Je tiens à le dire, il n'y a pas de retard dans la mise en œuvre du schéma directeur de sûreté du Louvre. Je m'inscris en faux sur les éléments qui sont dans le pré-rapport de la Cour des comptes. Quand j'ai pris mes fonctions en septembre 2021, il y avait déjà une réflexion sur le schéma directeur de sécurité qui était à l'état de réflexion et j'ai souhaité prendre à bras-le-corps cette question. C'est une question très complexe, d'une très grande ampleur et qui nécessite des travaux d'analyse et de préparation avec des experts afin d'établir les conditions de passation des marchés publics qui réaliseront les travaux nécessaires à la mise en place de ce schéma. Et c'est aujourd'hui tout l'inverse que démontre ce rapport de la Cour des comptes qu'on va décrypter avec nos invités autour de la table. Didier Rickner, vous êtes directeur de la Tribune de l'Art. Merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Bruno Pomar, ex-instructeur du RAID et président du Cercle de pensée Initiative Sécurité Intérieure. Je vous ai vu réagir très rapidement, de manière aussi assez virulente au propos de Laurence Descartes. Rétrospectivement, c'est extrêmement énervant. C'est-à-dire que depuis qu'elle a parlé, toutes les informations que j'ai publiées, qui ont été publiées par la presse, tous les rapports qui sont sortis, le rapport de la Cour des comptes, un rapport confidentiel de 2017, tout, j'ai regardé ces interviews auparavant, les rapports d'activité du Louvre, il n'y avait rien sur la sécurité. La sécurité a été complètement négligée. Elle vient nous dire qu'elle n'avait que ça en tête. C'est totalement faux. C'est faux objectivement. Bruno Pomar, ce rapport de la Cour des comptes, il ne présente aucune ambiguïté, il étrille le musée du Louvre. Aucun cadeau, c'est clair, il va totalement à l'encontre de ce que déclarait Laurence Descartes devant les sénateurs. Et puis c'est presque à la limite mensonge. Parce qu'évidemment, elle a aligné tout un élément de langage qui a dû être savamment préparé en amont pour essayer de se sortir de cette affaire. Mais visiblement, effectivement, il y a des manquements qui sont terribles. Et d'autant plus terribles qu'encore une fois, les bijoux de notre patrimoine, notre histoire, il y a 80 millions d'euros, au-delà de l'argent. Mais ce sont des bijoux... La valeur patrimoniale, évidemment. Sûr, et c'est un scandale. Il y a plusieurs phrases dans le rapport. J'en ai noté une, par exemple. Dans le rapport, on dit « Une projection établie fin 2024 envisageait de différer des travaux relatifs au schéma directeur de sûreté. » Fin 2024, elle envisageait de différer des travaux relatifs. Tout cela le montre. Pierre Moscovici a expliqué, la Cour des comptes a expliqué que c'est 4% du schéma directeur qui a été dépensé. Enfin, tout cela est tellement évident, mais à un moment donné, il faut quand même se poser des questions. Il faut prendre ses responsabilités. Ça fait longtemps qu'elle aurait dû les prendre et il faudrait peut-être que quelqu'un les prenne pour elle. Et donc qu'elle soit amenée à démissionner ? Bien sûr, enfin à un moment donné, non seulement elle n'a rien fait, mais en plus elle fait croire qu'elle a fait. Et le résultat, alors bien sûr il y aurait peut-être eu ce vol, mais enfin le vol a quand même été très facile, hein, les grands professionnels qui s'avèrent être dodo, chrome bitume, ou cross bitume, pardon, oui. À un moment donné ça devient ridicule. Et il n'y a pas que cela dans le rapport, il n'y a pas que le problème de la sécurité. Non, bien sûr, justement, on va en parler. Au premier chef, les magistrats dénoncent un sous-investissement important dans les travaux d'entretien. Avec le cambriolage, on a évidemment remarqué le manque de caméras de surveillance, c'est ce que nous montre aussi le rapport de la Cour des comptes, mais il note la vétusteté générale du musée
escalator, installation électrique, l'entretien général du bâtiment est pointé du doigt. Comment est-ce qu'on l'explique? C'est quelque chose de visible, on se rend bien compte quand même quand un bâtiment devient vétuste, c'est des choses qu'on identifie facilement. Mais elle en avait conscience, je pense, parce qu'elle a quand même toute une équipe de conseillers autour, sauf si ces gens-là ne sont jamais présents au Louvre, mais à un moment donné, on le voit bien, c'est objectif, et même la responsable de la sécurité qui était présente a dû faire remonter les informations. Mais vous savez, après, c'est une question de choix. Vous savez, les problèmes de sécurité partout, que ce soit dans ces institutions, que ce soit même dans les sociétés privées, etc. Ça dépend le budget qu'on y alloue? Oui, et c'est le dernier budget. C'est un peu comme la com, vous savez. Et encore, la com, on la met en avant. Mais, maintenant, ça commence à s'inverser. Mais la sécurité, c'est quelque chose sur lequel on préfère dépenser sur l'attractivité, sur tout un tas de choses, plutôt que de se pencher sur ce sujet-là, on se dit, waouh, ça coûte beaucoup d'argent, mais pourquoi? On voit le résultat. Maintenant, on sait pourquoi. Entre 2018 et 2024, le musée n'a mobilisé que 26,7 millions d'euros pour la mise aux normes, c'est très peu, 59,5 millions pour la restauration du palais au titre des monuments historiques. On ne peut pas dire que ça soit dû à un manque de recettes, puisque si on additionne la billetterie, le mécénat, les produits licence Louvre Abu Dhabi, les fonds de dotation, on arrive à des recettes totales de 361,1 millions d'euros. Bah oui, c'est ça. Je vais me jeter des fleurs, mais c'est comme ça. Hein. Je disais ces chiffres, je les donnais. Je disais qu'il y avait l'argent. Et on voit bien, la Cour des comptes montre qu'il y a l'argent. Donc ce n'est pas une question de manque d'argent, c'est une question de, la Cour des comptes le dit, priorisation et hiérarchisation des sujets. On a préféré repousser tout ce qui était nécessaire pour ce grand projet Nouvelle Renaissance, dont on parlera, je pense, tout à l'heure. Et donc, au détriment non seulement de la sécurité, mais également de l'entretien des bâtiments. Est-ce que les deux sont liés? Est-ce qu'on se permet aussi de cambrioler une institution comme le Louvre quand on sait qu'indépendamment des failles de sécurité, c'est un bâtiment vétuste, que derrière il y a d'autres manquements qui peuvent découler, qu'on sait que les fenêtres ne sont pas aux normes, qu'un certain nombre de choses ne sont pas aux normes. C'est multifactoriel, ce que je vous dirais. Donc effectivement, tout est possible. Quand on peut rentrer dans le Louvre de façon aussi évidente, c'est quand même, ça pose de sérieuses questions. Moi, j'en avais déjà, parce que je me renseigne toujours beaucoup sur ces sujets-là, je pensais qu'il y avait des failles, comme il y en a souvent partout. Mais à ce point-là... Vous ne l'auriez pas imaginé? Pas un seul instant. Donc c'est vrai, vraiment, c'est un véritable scandale ce qui s'est passé. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question de choix, c'est une question de priorité. Oui, qu'est-ce qu'on décide de prioriser? Le rapport de la Cour des comptes là-dessus, encore une fois, il est unanime. Le Louvre aurait privilégié les opérations visibles et attractives, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, au détriment de la sécurité et de l'entretien. Je vous propose qu'on écoute Pierre Moscovici sur le sujet. Pendant toute la période, le musée a privilégié des opérations visibles et attractives, sans doute nécessaires, en particulier les acquisitions d'œuvres, les réaménagements muséographiques, au détriment de l'entretien et de la rénovation des bâtiments et des installations techniques, notamment, mais pas uniquement, de sûreté et de sécurité. Le vol de joyaux de la couronne est à n'en pas douter un signal d'alarme assourdissant. Ce rythme est très insuffisant, ces délais sont beaucoup trop longs. On voit d'ailleurs que les pouvoirs publics en ont à l'évidence aujourd'hui pris conscience et qu'ils ont entendu ce signal d'alarme. Dans ce qu'on appelle l'acquisition des œuvres, il y a ces 105 millions d'euros engagés pour acheter des œuvres, 63,5 millions d'euros pour rénover des aménagements muséographiques, parmi lesquels le département des arts de l'islam. Vous vouliez réagir, Didier Reckner? Oui, sur la réfection du département des arts de l'islam qui a été fait il y a 12 ans, c'est une dépense totalement absurde. Il y a eu pas mal de dépenses absurdes de ce genre-là, des dépenses qui, par exemple, pour refaire complètement le pavillon de l'horloge qui avait été défait par Jean-Luc Martinez et refait là. Moi, j'ai dit à l'époque que c'était bien parce que ce qu'avait fait Jean-Luc Martinez n'était pas bien. Mais je ne savais pas qu'il y avait toutes ces choses qui n'étaient pas faites sur la sécurité. Ça, je veux dire, je suis comme Bruno, je l'ignorais complètement. Donc, il y a eu des travaux inutiles. En revanche, les acquisitions, je modérerai beaucoup le propos de la Cour des comptes. Il faut savoir que depuis 2011, où un fonds du ministère de la Culture de 20 millions d'euros par an qui était donné pour les acquisitions des musées, beaucoup les musées en province, mais a été diminué par 2. Depuis, il n'a pas été rehaussé, même pas de l'inflation. Donc on a perdu 150 millions d'euros de l'État d'acquisition. Le Louvre doit acheter des œuvres importantes, il doit les acheter. C'est vrai, en revanche, qu'il a fait des erreurs récemment, et la Cour des comptes s'appuie là-dessus, des choses achetées trop chères, des choses pas forcément qu'il fallait acheter. Je le reconnais, c'est vrai, il y a des erreurs. Mais ce que vous dites, c'est que ça fait partie de l'âme d'un musée comme celui du Louvre. Ça fait partie de l'âme d'un musée, et le problème, c'est que c'est la direction actuelle et la précédente aussi, qui n'étaient pas au niveau, qui font des erreurs d'acquisition, et maintenant, ça risque de se répercuter sur les prochains. On va serrer la vis, c'est ce que vous nous dites. On va serrer la vis, alors que les acquisitions importantes, pour empêcher notre patrimoine de partir, les choses vraiment
tellement importante, ça doit continuer. Mais ce qu'on comprend, c'est que pour que ce musée reste au niveau et reste ce qu'il est, les acquisitions qui sont faites d'œuvres doivent être évidemment au rendez-vous. Et on comprend que ça coûte évidemment beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça dit de la gestion du Louvre, tout ça? Ça dit qu'il y a une inconséquence presque assumée? Assumé, pas du tout, puisqu'il n'y a aucun problème. C'est pas assumé. Je ne parle pas du cambriolage, je parle de la gestion au quotidien. Est-ce que cette inconséquence, elle est finalement... Pas du tout. On gère le musée du Louvre comme on gérerait une petite institution de quartier. Alors je peux vous parler d'autant mieux que sur la tribune de l'art, je parle sans arrêt de ces problèmes de gestion du Louvre. De l'époque de Jean-Luc Martinez, le prédécesseur de Laurence Descartes, et de l'époque de Laurence Descartes, il n'y a pas que la sécurité qui ne va pas au Louvre. Il y a énormément de choses qui ne vont pas au Louvre. Les fermetures de salles, par exemple, l'absence de gardiens. On ment aux visiteurs en leur disant que les salles sont fermées parce qu'on fait des travaux, alors qu'en fait, on les ferme parce qu'on n'a pas de gardiens. Effectivement, certaines acquisitions qui sont très discutables. Enfin, si vous voulez, on avait parlé de la salle à manger aussi, je disais, qui était de 490 millions. Elle ne sert qu'à très très peu de gens. La direction, Laurence Descartes et quelques personnes autour. Moi, je pense, pour compléter ce que dit notre ami, c'est qu'il n'y a pas de vision globale, en fait. Ce sont des gens qui sont dans un monde, notre monde, le monde de la culture. Je n'ai rien contre, attention, je ne crache pas sur la culture en disant ça, mais ils sont dans leur monde. Et puis, à part les œuvres, à part faire de superbes expositions et dépenser beaucoup de moyens là-dedans... C'est pas des gestionnaires ? C'est pas vraiment des gestionnaires, c'est plutôt des artistes. Il ne faut pas les mettre tous dans le même sac. Il y a des gens dans ce milieu-là qui pensent... Oui, non, mais je parle de la direction de Laurence Descartes et ses collaborateurs, qu'on soit bien clair. Évidemment, je ne mets pas tous les gens, vous avez raison, je suis d'accord. Mais voilà, et c'est ça le problème. Mais quand on pense encore une fois le scandale que représente ce vol, eh bien, effectivement, on se pose la question, encore une fois, que font ces gens encore en place à la direction de ce monument? Reparlons de sécurité. Si on en croit Rachida Dati, les dispositifs de sécurité, eux, ont fonctionné comme prévu. On va écouter la ministre de la Culture, c'était il y a un moment, c'était le 28 octobre. Il n'y a pas eu de défaillance interne sur les dispositifs de sécurité tels qu'ils étaient installés à cette date et tels que les dispositifs installés de sécurité devaient fonctionner. C'est une réalité. Les alarmes ont fonctionné. Les agents, puisqu'on a pu le vérifier, ont suivi à la lettre les protocoles qui s'appliquent dans de telles circonstances. Les effectifs prévus étaient bien en salle. Il est donc essentiel que cette réactivité des agents, qui a permis d'alerter dans les temps les forces de police dans la minute et de mettre en sécurité le public présent dans le musée, soit aussi reconnue. Alors on a deux options, soit c'est faux et les dispositifs de sécurité n'ont pas fonctionné comme prévu, soit ils ont effectivement fonctionné comme prévu, comme l'affirme Rachida Dati, et donc il faut, j'imagine, Bruno Pomoy, revoir tous nos dispositifs de sécurité, revoir, sans mauvais jeu de mots, tous les logiciels. Oui, mais la grande facilité de nos hommes et femmes politiques, souvent, c'est de toujours enrober tout de façon à ne jamais être vraiment responsable. Voilà. Alors, je ne dis pas que Rachida Dati, directement, est responsable. Elle est ministre de la Culture. Oui, elle n'était pas auparavant. Donc c'est vrai. C'est un travail de longue haleine, et c'est ce que vous expliquez. Les choses se sont accumulées. Exactement. Et ce sont des éléments de langage tout faits pour essayer de dédouaner les responsabilités des uns et des autres, et la sienne en même temps. Donc, à un moment donné, non, les gens ne sont pas bêtes, on n'est pas stupides. On le voit à travers, d'abord, du rapport de la Cour des comptes qu'effectivement, il y a un manquement total. Mais voilà, ça aurait été bien d'ailleurs qu'elle fasse son mea culpa et qu'elle dise oui, il y a des choses qui n'ont pas marché. Quand on dit la sécurité a marché, les alarmes sont super, il y a 80 millions d'euros de bijoux qui sont partis, mais l'alarme a marché. Ok, d'accord. Mais quand elle parle de dispositifs de sécurité, j'imagine qu'elle revient sur ce qu'on attend, les différentes étapes qui sont censées jalonner ce parcours de sécurité, oui. Par exemple l'intervention des agents. Oui. Et ce qu'elle a l'air d'expliquer, c'est que malgré tout, chacun a tenu son rôle. Oui, vous avez raison. C'est inquiétant. L'intrusion, il y avait cette fameuse fenêtre qui, soi-disant, ne fonctionnait pas depuis un mois. Non, elle fait alors... Mea culpa. Non, pas mea culpa. J'avais expliqué qu'elle était en panne le 13 septembre, ce qu'elle a confirmé. Après, j'avais dit que certains disaient qu'elle ne fonctionnait pas, mais que je n'avais pas la preuve de cela. Apparemment, elle fonctionnait quand même, mais elle n'alertait pas directement la police. Donc voilà. Mais elle avait vraiment eu des problèmes de fonctionnement, ce qui d'ailleurs pose question. Pourquoi cette fenêtre, justement là, avait des problèmes de fonctionnement, et c'est par celle-ci qu'on est rentré. Mais c'est tout ce que j'ai dit. C'est peut-être d'ailleurs, les gens les savaient avant, et malgré ça. Bref, les éléments de sécurité se sont déclenchés, intrusion, et le contact direct sur les bijoux a déclenché également une alarme. L'alarme générale était désamorcée parce qu'effectivement, il y avait des clients, il y avait des visiteurs. Donc, mais comme ça a pris 7 minutes, 3 minutes 50... 3 minutes 52 devant les vitrines. Hein. Ça va vite. Hein. C'est extrêmement rapide. Vous savez, il y a toujours le temps de
sidération, même de la part des gardiens qui voient ça, qui se disent, hop, les gens, à 30 secondes qui passent. De toute manière, ce n'est pas leur faute. C'est pas leur faute, non, ils ont fait ce qu'il fallait, évacuer les gens. Oui. C'est la sûreté, ils font de la sûreté, donc ils évacuent les gens, ça c'est la priorité. C'est difficile de réagir comme ça dans l'urgence pour le coup. C'est pour ça qu'il faut que le dispositif de sécurité soit particulièrement rodé. Mais totalement. Et ensuite, il y a le départ précipité, puisque c'est là que ça a permis, encore une fois, de retrouver les individus, effectivement, puisqu'ils n'ont pas pu mettre le feu au véhicule, etc. Ça a permis, grâce à un gardien qui est venu au contact quasiment de ces individus-là, qui a permis de créer la fuite. Donc effectivement, c'est encore un questionnement, mais de façon générale, effectivement, c'est un échec. Et je vous propose qu'on écoute Laurence Descartes parler des caméras de surveillance, puisque là, c'est absolument délicieux. C'était le 22 octobre. Il y a quelques caméras périmétriques, mais qui sont vieillissantes. Alors, si on veut rentrer dans le détail des installations, je préfère passer la parole à Dominique Buffin. Mais le parc est très insuffisant, ne couvre pas l'ensemble des façades du Louvre, très clairement. Et malheureusement, du côté de la galerie d'Apollon, la seule caméra qui est posée en direction de l'ouest et donc ne couvrait pas le balcon concerné par l'effraction. Pardon, mais là, on dirait un mauvais film entre ça et le mot de passe Louvre. Oui, ça on l'a appris par Libération. Hein. Ça, c'est quand même pas possible. Enfin, le mot de passe Louvre, c'est inimaginable. Ça prouve qu'effectivement, la faille sécuritaire était là. Mais là, c'est pas une question de moyens, c'est même pas une question d'investissement. C'est une question de compétence. Un mot de passe, pardon. Oui, non, mais ça coûte 0 € à changer un mot de passe. Il n'y a pas de mots, quoi. C'est presque un gag, quoi. Et nous, on nous dit, quand on rentre des mots de passe sur des applications qui ne sont pas hautement sécurisées, de ne pas mettre notre prénom, ne pas mettre notre nom, ne pas mettre une date de naissance. Mais je vous dis, on a affaire, je pense, à des gens qui sont complètement hors sol, quoi, de quelque façon. Et encore une fois, on en a la preuve là, avec une caméra qui ne prend pas le bon angle. C'est ahurissant, quoi. C'est du travail d'amateur. Ah, c'est du travail amateur, oui, bien sûr. Mais je vous dis, à ce stade, connaissant un petit peu le domaine, effectivement, sachant qu'il y en avait des problèmes de sécurité, parce que les failles de sécurité existent partout, mais de façon infime. Là c'est incroyable. C'est une synthèse, comme dirait Audiard. Oui, c'est ça. Vous aviez une information, Non, l'information que je peux sortir aujourd'hui, effectivement, c'est que c'est quand même incroyable. Enfin, la présidente du Louvre et le Louvre en interne, ils diffusent en interne une lettre de soutien à la présidente qu'ils demandent au directeur de signer et qui devrait être publiée lundi dans la presse, je ne sais pas où. Et cette lettre dit que... Peut-être pas chez nous ? Bah écoutez, je ne sais pas si elle sera publiée du coup, parce que quand même c'est tellement énorme. Vous vous rendez compte, on est dans une société, une société, le Louvre en fait, dans une institution, où est mise en cause la présidence parce qu'elle n'a pas fait son travail, par le Sénat, par la presse, par la Cour des comptes, par tout le monde, et elle demande à ses employés de signer une lettre de soutien. Mais attendez, on est où là, enfin, parce qu'elle en a besoin, Pascal Perpier. Sauver le soldat Ryan, Laurence Descartes. Non mais attendez, à un moment donné, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Ouais. Mais on va plus loin, si on continue à parler de sécurité, à l'occasion de son audition, elle nous racontait effectivement qu'il serait bien d'avoir un commissariat de police au sein du Louvre. Le préfet de police de Paris, Patrice Faure, a dit non. Bien sûr, là aussi c'est du bon sens, d'autant que la police n'est pas loin, donc il faut arrêter. Il y a le système Ramsès qui permet à la sécurité du Louvre d'avertir. Le système Ramsès. Oui, c'est un système prioritaire qui permet, lorsqu'il y a une attaque comme ça, de pouvoir avertir le plus rapidement possible la police. D'accord. La police est arrivée, ça, on peut pas le nier. Mais encore une fois, en amont, si tout le travail était fait, tout ça ne se serait pas réalisé. On rappelle quand même que Laurence Descartes s'était engagée dans un schéma directeur immobilier de rénovation, montant total de 480 millions d'euros, avec un volet de 80 millions d'euros qui devait être alloué à la sécurité. Pardon, mais on arrive complètement après la bataille. Totalement. Alors, on peut parler de ce grand projet. Donc, Louvre Renaissance, bien sûr. Alors, attendez, on parlait donc Louvre Renaissance qui était... En fait, en janvier, tout d'un coup, ils lancent ça parce qu'ils disent le Louvre va pas plus, et dans ce cas-là, on va faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire entretenir le Louvre, et puis on va faire aussi ce grand projet architectural, lui a creuser, etc. 450 millions d'euros, tout de suite revu à la hausse, 667 millions d'euros. Alors, 666,6, le chiffre est amusant, 666. C'est arrivé même à 800 millions à un moment donné. Attendez, mais non, on est à 1,15 milliard là. Dans le rapport de la Cour des comptes dit 1,15 milliard pour les deux. Alors, la Cour des comptes dit très justement, je l'avais également dit, qu'une partie est financée, c'est-à-dire les choses essentielles, c'est-à-dire d'entretien, de sécurité, etc. Le reste... Je l'avais dit aussi, il n'y a pas un seul argent pour le moment. Disponible, oui, tout à fait. Il n'y a pas de mécénat, rien du tout. On ne peut pas le financer. Mais non, et on l'a lancé, attendez, et ils disent aussi,
je l'avais également écrit qu'il n'y a pas d'études faites pour cela. Eh bien, il n'y a pas d'études pour un projet à 666 millions, et on le lance, et on l'a lancé puisqu'on est en train de chercher les architectes. Mais attendez, on marche sur la tête, là. Vraiment, ceux qui nous écoutent, les particuliers ne peuvent évidemment pas mener des projets d'investissement sans avoir derrière un montant d'investissement suffisant. On n'a pas l'argent, ça retarde tout. Et en plus, ça coûte un argent mais fou. Et c'est de dingue. Mais ça aussi, je ne comprends même pas que ça puisse exister, ça. Ça montre une forme de déconnexion finalement terrible. Vous l'avez dit, mais bien sûr. Alors je le dis évidemment dans la culture, parce que c'est un monde de peu. À part, on est pragmatique, nous, dans la sécurité, on est beaucoup plus terre à terre. Sûrement. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter. Alors 1,15 milliard aujourd'hui, ça n'a même pas commencé, enfin, sauf le choix des architectes. Le choix des architectes, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Lui, commencé. Il a commencé, donc il y a déjà 5 équipes qui sont en train de travailler, donc on va les payer forcément, puisqu'ils travaillent à un concours. Alors que c'est quelque chose que, manifestement, on ne pourra pas faire, je pense. Mais c'est le projet du président de la République, c'est pour ça que Laurence Descartes, il veut la garder. C'est parce que Laurence Descartes avait imaginé ce grand projet, il avait vendu au président de la République, il s'est dit, je vais être le Mitterrand des années 2025. Oui, on se souvient de l'annonce. Là, je vais faire mon grand projet, mais on voit bien que ce projet, il est insoutenable. C'est un mur d'investissement dont parle la Cour des comptes. À un moment donné, il va falloir dire stop. Et il faut mieux dire stop maintenant que de continuer à dépenser de l'argent pour rien. Sur le papier, ce projet Louvre-Renaissance était-il séduisant, indépendamment évidemment de ce qu'il coûte et de ce qu'on sait qu'il pourrait coûter demain, puisque évidemment ça va gonfler, on le sait. Il y avait 3 choses. À chaque fois qu'il y a des travaux. Il y a 3 choses. D'abord, des salles d'exposition temporaires. Le Louvre, on a déjà pas mal de salles d'exposition temporaires. En ce moment, il y a une exposition David, que je conseille à tout le monde d'aller voir, parce que David est un très grand peintre. Et avant, c'était au Grand Palais, les grandes expositions du Louvre. Et le Grand Palais était restauré pour 500 millions d'euros, ce qui n'est pas donné non plus. Eh bien, le Louvre préfère faire ses propres salles d'exposition plus grandes en sous-sol. Donc des salles d'exposition dont on n'a pas besoin. Première chose. Deuxième chose, une entrée avec tout ce qu'il faut, une grande entrée comme celle de la pyramide. Pharaonique. Alors, on a besoin d'avoir d'autres entrées au Louvre, parce que c'est vrai que la pyramide... Ça engorge quand même, oui. C'est engorgé, mais on pourrait faire des entrées un peu plus petites, sans avoir ce qu'il faut autour. Et les gens qui veulent rentrer vraiment aller au restaurant, avoir des grands vestiaires, etc., ils rentrent par la pyramide, et les autres peuvent rentrer par le côté, ce qui irriguerait mieux le Louvre, qui souffre d'un défaut de visiteurs dans beaucoup de ces salles. Ça, donc, la grande entrée... Donc repenser le parcours des publics, pourquoi pas ? Bien sûr, oui, et faire plusieurs entrées, plutôt qu'une grande entrée qui va coûter très cher. Et la salle de la Joconde, oui, je suis de ceux qui pensent que la Joconde, elle engorge aussi le Louvre, il faudrait mettre la Joconde ailleurs. Mais il y a peut-être d'autres solutions, on ne s'est pas posé la question, par exemple, de la mettre ça doit coûter 1,15 milliard. Je m'en mêle les pinceaux, 1,15 milliard. Les trois choses, c'est 666,6. C'est pas possible. Comment ça peut coûter parce que c'est en sous-sol. Il faut creuser. On creuse, en plus en zone inondable, c'est comme si le Louvre n'avait pas de... Sinon, c'est pas drôle. Mais dans le pavillon des Sessions, qui est un pavillon qui accueillait une partie des chefs-d'œuvre de l'art africain. Pourquoi les chefs-d'œuvre de l'art africain n'ont-ils pas le droit d'être dans leur musée du Quai Branly ? Oui. Il y a plein de gens au musée du Quai Branly qui aimeraient bien voir les chefs-d'œuvre là. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On refait un peu ça, on va mettre des œuvres de Guimet aussi. Quel rapport avec le Louvre ? À cet endroit-là, par exemple, on pourrait très bien imaginer une grande salle pour la Joconde au pavillon des Sessions, ça serait une solution. Il y a peut-être d'autres solutions, mais pas une solution en souterrain et pas une solution à 666,6 millions d'euros. On a l'impression, comme vous le disiez tout à l'heure, Bruno Pomar, que tout ça manque de cohérence, que ça manque de gouvernance, qu'on manque d'un vrai projet, d'un esprit, de quelque chose qui est pensé et qui est abouti, indépendamment même de la sécurité. Ce n'est pas une impression, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est vrai. Tout ce que vous dites est vrai. Et puis il y a la volonté du chef de l'État d'avoir ce nouvel projet, nouvelle renaissance là, de cet endroit pour en faire son sanctuaire à lui, comme l'a fait Mitterrand avec la pyramide du pays, comme on l'a fait avec la bibliothèque Mitterrand, etc. Chacun veut marquer de son empreinte, le musée Jacques Chirac, chacun veut marquer de son empreinte. Moi, je pensais que pour Emmanuel Macron, ça serait Notre-Dame. Pour le coup, c'était une réussite. Mais ça aurait pu, il aurait peut-être dû s'arrêter là. Mais écoutez, on ne va pas taper comme ça sur notre président, mais effectivement, quand on a vu Notre-Dame, quand ça a été géré, pas par des technos, excusez-moi d'être un peu violent, mais par militaire Gorgelin qui est malheureusement décédé 5 ans, moi j'y croyais pas. Ça a été bien géré. Et ça a été géré, formidable. Donc voilà, il avait déjà son monument à lui, Macron. Mais là, effectivement, c'est délirant, Commençons à faire ce qu'il faut. Il y a eu des audits en 2023, 2024, pour savoir ce qu'il va aller faire. 2017, c'est un truc ahurissant. Donc, des réunions, des grandes réunions techniques avec tout un tas de spécialistes, etc., pour en arriver à quoi ? À ça, et à ce cambriolage des joyaux de la couronne. Un désastre total, c'est.
Parmi ce que préconise le rapport de la Cour des comptes, il y a cette meilleure hiérarchisation des projets, une étude approfondie des investissements. C'est clairement synonyme de mauvaise gestion. Il y a une forme d'impasse budgétaire. Derrière, ce que dit la Cour des comptes, c'est face à cette impasse budgétaire, il faut donc hiérarchiser les projets, prendre des décisions éclairées pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on mène. Alors clairement, si on lit le rapport de la Cour des comptes, si on lit tout ce qui est le projet Nouvelle Renaissance, il faut absolument l'abandonner pour la partie côté colonnade. Le reste, bien sûr, il faut le faire, on a l'argent. Mais la Cour des comptes ne va pas jusque-là parce que c'est ce qu'a dit Pierre Moscovici aussi. Son rôle n'est pas de dire on choisit un projet ou un autre. Il dit voilà les conséquences. Maintenant, c'est aux politiques, c'est à la ministre de la Culture. Et c'est au président de la République de tirer les conséquences. On voit bien qu'ils ne veulent pas le faire. Le président de la République parce qu'il veut mener son grand projet. Et la ministre de la Culture parce qu'elle soutient le président de la République par loyauté. Et puis elle brigue la mairie de Paris quand même. Elle brigue la mairie de Paris. Oui, mais alors je pense qu'elle a tort de s'enfoncer comme ça en soutenant le Louvre parce que c'est extrêmement mal vu par les Parisiens de voir que finalement le Louvre on peut le traiter très mal et elle devrait. D'ailleurs, on a l'impression qu'elle a commencé à rétro-pédaler parce que quand elle est intervenue récemment là, après le rapport, vous savez parce qu'il y a encore un autre rapport. Le pré-rapport. Non, c'est le rapport, vous savez, de l'inspection. Pardon, le rapport de l'inspection. Le rapport de l'inspection du ministère de la Culture, il y avait un pré-rapport dont elle a donné des conclusions, et le rapport va être encore ensuite rendu. Donc il va encore y avoir un rapport qui va dire la même chose que ce qu'on dit tous. Elle a commencé à rétro-pédaler, mais elle a quand même dit il faut changer la gouvernance, et je vais demander à Laurence Descartes de le faire. Attendez, mais c'est absurde. Mais vous savez, quand vous parliez tout à l'heure de Jean Orsol, je vous rappelle qu'on n'a pas encore voté le budget de la France. Excusez-moi, permettez-moi d'aller un peu plus loin. 3 300 milliards de déficit. On n'a pas voté le budget de la France. Les hôpitaux sont à la rue, l'école est à la rue, tout le monde est à la rue. Et on nous parle de trucs pharaoniques à 800 millions, à 1 milliard. Ça aussi, c'est une forme d'inconséquence ? Totalement. Pour les Français, on n'entend pas ça. Moi, je suis maire d'un tout petit village. Si je leur disais même ces chiffres à mes amis, à mes copains, ils vont dire mais ils sont fous, ces gens-là. Eh oui, c'est ça. On est complètement hors sol. Et ça fait peur. Hein. Et résultat, avec une aussi mauvaise gestion, tout le monde va penser que les musées, ça coûte trop cher, etc. Alors que non, un musée bien géré, on pourrait parler des acquisitions ça dévalorise aussi. Le patrimoine français. Les acquisitions ont été pas très bien faites. Et résultat, la Cour des comptes dit on achète trop cher. Ce qui est en partie vrai pour le Louvre, mais ça n'est pas vrai pour tous les musées. Et ça ne sera pas vrai forcément pour le prochain président, dont j'espère qu'il arrivera bientôt, ou présidente, qu'il arrivera bientôt. On a bien compris que vous vouliez le départ de Laurence Descartes. Attendez, mais à un moment donné, en France, il y a la responsabilité. Je le dis sur tous les plateaux, mais à un moment, c'est plus possible. Quoi. Enfin, c'est délirant, non enfin, moi, ça me paraît délirant. L'entreprise, quand il fait quelque chose qui ne va pas dans son entreprise... Si je faisais ça avec mon entreprise, à ce moment-là, je ne sais pas comment je finirais. On se retrouve à la porte. C'est du bon sens, encore une fois. Mais bon, on se quitte là-dessus et on suivra évidemment ce dossier dans l'émission. Vous le savez, on le suit le plus possible. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir aidés à mieux comprendre ce rapport de la Cour des comptes. Merci beaucoup Didier Rickner, merci beaucoup Bruno Pomar. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. Je crois pouvoir affirmer sans aucun doute ne jamais avoir eu entre les mains un si beau livre. J'ai évidemment été séduite par la couverture et par ses pages à la bordure dorée avant de découvrir la qualité du papier et la beauté de chacune des pages. Je vous le montre parce qu'il est incroyable. Vous pouvez vous installer, je vous en prie. La promesse est claire, tout ce qu'il y a à voir et à faire de jour comme de nuit à Paris, bien sûr. Je vous montre ces pages puisqu'elles sont toutes absolument sublimes. Un guide illustré signé Marin Montagu. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. On est ravis de vous recevoir. Je crois qu'on rêve tous d'avoir un livre comme le vôtre entre les mains, un livre comme le vôtre chez nous. Il a quelque chose de l'ordre du trésor. Un trésor qui répertorie les plus belles adresses parisiennes. Un guide pointu et c'est le vôtre. Oui, moi aussi j'en rêvais, du coup c'est pour ça que je l'ai fait. Ah, c'est génial, j'adore l'idée. Vous aviez envie de faire un bel objet, indépendamment évidemment de son contenu, on va en parler longuement. Oui. Mais est-ce que c'était important pour vous d'en faire un bel objet ? Oui, déjà moi je suis designer à la base, donc je crée des objets et c'est vrai que c'est très important de pouvoir le poser sur une table basse ou l'avoir dans un sac. Moi je le chéris depuis que je l'ai reçu. Oui, mais c'est ça, et je voulais un peu une sorte de grimoire parisien, de trésor, un peu de livre magique qu'on puisse ouvrir pour voyager dans le Paris d'antan. Le Paris d'antan et votre Paris, c'est pas qu'un recueil d'adresses, c'est aussi une forme de compilation de ce qui fait l'âme de Paris, un hommage à ceux qui font Paris, à son art de vivre. C'est un peu une déclaration d'amour.
Complètement. Oui, oui, moi je suis arrivé à Paris quand j'avais 20 ans et j'ai eu de Toulouse, du sud de la France. Et j'ai eu un coup de cœur, coup de foudre pour cette ville. Et donc c'est vrai que dans ces 20 dernières années, j'ai rencontré beaucoup d'artisans, beaucoup de lieux comme ça qui pour moi font l'âme de Paris, du Paris d'autrefois. Et j'ai voulu rendre hommage à cette ville qui m'a ouvert grand les bras il y a plusieurs années. C'est aussi un voyage dans le temps, puisqu'il y a des adresses que vous avez gardées depuis le tout début. Vous avez finalement gardé tout ça secret pour vous avant de vous dire « Bon, il faut que j'en fasse un guide, que je l'illustre ». On va évidemment revenir sur ces illustrations qui sont à tomber par terre. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit « Je ne veux plus le garder que pour moi et je suis prêt à partager ces adresses » ? À 25 ans, j'avais sorti un petit guide qui était sous forme de carte dépliante, donc c'était autre chose, mais c'était toujours à l'aquarelle. Et là, j'avais envie, 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, de faire un livre vraiment comme ça, qui fasse rêver et qui donne envie de voyager dans ce Paris-là. C'est quoi les mots qui vous viennent spontanément quand vous pensez aujourd'hui à Paris ? Merci de m'avoir accueilli et curiosité aussi, parce que je pense qu'être curieux, ça ouvre énormément de portes à Paris. Beaucoup de portes. Ouais, et moi, quand je suis arrivé à 20 ans, je connaissais absolument personne et j'ai appréhendé la ville, j'ai connu la ville en poussant un peu les porches, les portes cochères comme ça. C'est comme ça qu'on doit découvrir cette ville, en osant aussi parler de curiosité. Oui, en osant et en parlant à ces gens, à ces commerçants, à ces artisans qui font l'âme de Paris. Qui font l'âme de Paris. De l'amour, ça se partage. Vous avez décidé de nous mettre dans des petits chaussons, de nous permettre de nous approprier aussi cet ouvrage. On peut presque apposer sa patte, puisqu'il y a notamment sur les pages qui permettent de commencer les chapitres, qui sont une carte de l'arrondissement à chaque fois, avec une sorte de petit sommaire des adresses par arrondissement. Vous nous laissez des pointillés. Est-ce que le but, c'est que les lecteurs, ceux qui s'approprient cet ouvrage, se disent en fait, moi j'ai envie d'ajouter des adresses, j'ai envie de le personnaliser, d'en faire un objet qui est à moi? Oui, c'est ça qui m'intéressait aussi, parce que je connais pas... Je vais montrer à quoi ça ressemble, bien sûr. Par exemple, pour le 2e arrondissement. Voilà. Et je connais pas Paris, heureusement, vous auriez 20 encore des ans surprises. après, j'ai encore des surprises. Et bien sûr, et jusqu'au dernier moment, j'envoyais à mon éditrice en disant « Tiens, j'ai encore découvert cette adresse, est-ce qu'on peut la rajouter ?» Elle me disait « Non, c'est trop tard, c'est trop tard. » Et donc, c'est pour ça que je laisse au lecteur la liberté de rajouter un peu des trouvailles et des trésors comme ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très organisé ? Très organisé, je sais pas. Mais parce que moi, j'ai noté un sommaire on ne peut plus clair par arrondissement. Chaque début de chapitre commence par le plan de l'arrondissement et c'est parti. J'allais presque oublier le code couleur. Mais là aussi, tout est fait pour que ça soit limpide. Jaune, c'est art et culture. Rouge, c'est alimentation et marché. Orange, bien-être et divertissement. Bleu pour les échoppes. L'idée, c'est vraiment d'avoir un guide. Enfin, il y a un usage derrière. C'est pas uniquement un bel objet. Oui, c'est de se munir de ce guide et d'aller découvrir Paris. Oui, et merci aussi à mon équipe de Flammarion qui est derrière tout ça, parce que c'est un travail d'équipe. Et du coup, les couleurs, le sommaire et tout ça, c'est aussi un travail d'équipe avec Flammarion. Mais j'en suis super fier et j'en suis très content. Je comprends, je serais très fière si j'étais à votre place. Dès la première page du premier chapitre sur le 1er arrondissement, c'est l'émerveillement, avec votre version du Jardin des Tuileries et ces adorables dessins qui nous le racontent, du Colvert à la Montgolfière en passant par le cornet de glace, ces bancs, c'est tout un imaginaire que vous convoquez à chaque fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression, en fermant les yeux, je me dis, OK, si je pense typiquement au Jardin des Tuileries, quels sont les éléments, quelles sont les images qui me viennent en tête? Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait pour construire ces pages, en vous disant, OK, qu'est-ce qui est connecté à cet univers? Je trouve ça très beau. Oui, en fait, je ne voulais pas de photos dans mes précédents livres. C'est généralement un mélange de photos et d'illustrations, mais celui-ci, je voulais que des illustrations. Parce que je pense que aussi, ça m'a demandé du temps et c'est un mélange aussi de trouvailles de gravures anciennes dans les catalogues de 1890, dans les bibliothèques parisiennes, dans lesquelles j'ai passé beaucoup de temps. Et après, j'ai aquarellisé, j'ai mis en couleur, colorisé ces gravures anciennes pour illustrer le livre. Et donc, les illustrations, je trouve que ça pousse davantage à la rêverie aussi. C'est génial. De s'approprier de ces lieux, quoi, et de pousser l'imaginaire. Je trouve que du coup, on y passe énormément de temps. Oui. Je trouve qu'on a, mais je vous vois depuis qu'on a commencé l'interview, vous n'arrêtez pas de le câliner, de tourner les pages, mais ça fait pas si longtemps que je l'ai dans la main. Non, mais vous savez que je pense
que ça vient du fait que c'est un très bel objet, on a envie de... Et je me suis prise au jeu, puisque en préparant l'interview, évidemment, je parcourais le livre et je me suis rendu compte que j'y passais beaucoup de temps et que j'avais envie de rester longtemps sur chacune des pages. C'est aussi un objectif j'ai envie qu'il vive bien, j'ai envie qu'on puisse le glisser dans un sac, j'ai envie qu'on puisse l'exposer sur une table basse et j'ai envie que ça pousse à la curiosité et au fait d'aller se promener dans Paris et de se dire tiens, j'ai envie d'aller découvrir un autre Paris. Alors moi, je suis très gourmande, donc évidemment, les adresses qui parlent de gastronomie ont en a pas mal. touché beaucoup mon cœur. Ouais. J'ai pas pu m'empêcher de relever le sublime Baba au rhum de la Maison Streuer, rue Montorgueil. Bien sûr. Dans le 2e arrondissement de Paris, c'est la plus ancienne pâtisserie de Paris. C'est une véritable institution que vous avez eu envie de représenter avec des moules de gâteaux, des boîtes qui sont très soignées. Là aussi, c'est tout un univers qu'on convoque à chaque fois. Est-ce que c'est aussi ce que vous avez remarqué dans tout ce qui est boutique de bouche à Paris? C'est finalement ce côté très artisanal, cette tradition française qu'on retrouve beaucoup. Oui, et en fait, j'ai voulu l'illustrer et le mettre en image dans le livre à travers des publicités qu'on a reconstituées avec... J'allais vous demander si c'était une publicité d'époque, par exemple, pour la Maison Streuer, ou est-ce que c'est vous qui l'avez recomposée? Non, alors ça, c'est des recompositions avec le talent de Romain Chira, qui est un des graphistes du livre et qui a reconstitué des publicités à l'ancienne, comme on faisait dans les catalogues d'antan. C'est bluffant parce que je me suis sincèrement posé la question. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir l'air bête si je lui dis que c'est une pub d'époque ou est-ce que c'est effectivement une pub d'époque? Non, c'est ça. L'idée, c'était vraiment de reproduire et d'avoir l'impression d'ouvrir un catalogue ancien. J'aimerais qu'on continue à parler de cet ouvrage. Ça m'a arraché le cœur de choisir de quoi parler pendant cette interview, puisque chaque page me happait complètement. Je me disais, je choisis ça. Bon, je tournais, non, en fait, je vais choisir ça. Mais c'était comme ça à toutes les pages. Alors, je continue avec chez Nénès, rue Saint-Onge, un bistrot qui n'a pas changé avec ses nappes à carreaux rouges et son poêle à bois. Le jeudi, c'est évidemment steak frites. C'est une véritable institution. C'est agréable aussi quand on est nouveau à Paris, puisque moi, j'ai ressenti ce que vous avez ressenti en arrivant, d'avoir des lieux où on se sent un peu comme à la maison. Oui, et d'avoir l'impression que le temps s'est arrêté et n'est pas venu effacer un peu tout le charme d'hier, quoi. Parce que c'est vrai que hier, on prenait le temps davantage dans ces lieux. Il y avait quelque chose voilà, et qui... La pause déjeuner durait plutôt de 2-3 heures que 45 minutes. De temps. Et dans le Marais, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de commerces nouveaux qui prennent la place. Et je voulais aussi leur rendre hommage pour dire que dans ces lieux-là, on peut prendre le temps davantage. Ouais. Dans le 4e arrondissement, il est difficile de ne pas faire un détour par Haute-des-Beautés. Ça, c'est Métro Saint-Paul, un antiquaire qui collectionne des antiquités depuis 1990. Je sais que vous y êtes sensible et ça nous offre un vrai voyage dans le temps. Là aussi, il faut pousser des portes. Même si on n'est pas un fan d'antiquaire ou qu'on n'y connaît rien, on peut s'émerveiller. Bien sûr, c'est important, même pour parler avec ces passionnés qui font ces métiers-là. Et on apprend toujours des choses. Et en plus, dans les antiquités, ça fait toujours rêver, donc c'est bien. Véritable institution dans le 5e, repère de la culture britannique, The Tea Caddy, un salon de thé traditionnel à l'anglaise avec une très belle sélection de thé servi dans ces mythiques théières Blue Widow. Scone et confiture, comme à Londres, là on a l'impression de faire un vrai tea time à l'anglaise. C'est précieux ça aussi, pouvoir voyager sans quitter Paris. C'est ça qui est bien, Il y a des adresses qui font voyager. Vous en avez d'autres qui vous viennent naturellement? Là comme ça, vu qu'il y en a 475. 475, vous imaginez comme ça a été dur pour moi, en plus je suis décidophobe. Ah oui, donc c'est pas simple. C'est un cauchemar. C'est pas simple. Bon, vous savez de quoi je vais parler dans le 6e? Oui, de vous Marin Montagu, 48 rue Madame. Et là, on plonge dans votre univers. J'adore la manière dont vous nous racontez l'expérience. Le son de la clochette, le parquet qui craque avant de basculer dans votre cabinet de curiosité, votre armoire à souvenirs et surtout Paris partout. Parce qu'en fait, dans votre manière d'aborder les choses, on sent qu'il y a cet amour pour Paris, ce coup de cœur que vous avez développé en arrivant. C'est quoi votre objet fétiche, votre objet préféré, si vous en avez un? Dans ma boutique? Ouais. C'est dur, hein. Alors, c'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Vous pouvez en dire deux. Mais là, par exemple, j'ai sorti un carton à dessin, j'ai designé un nouveau carton à dessin, il y a des nouveaux crayons de couleur, il y a des boîtes d'aquarelle, enfin, il y a vraiment plein de choses. Est-ce que vous êtes un repère pour les artistes?
Un repère, je sais pas, mais j'espère que, en tout cas, il y a pas mal d'artistes qui viennent acheter des aquarelles, des pinceaux, des crayons et tout ça. Donc je suis content de ça. Et vous dites qu'il faut absolument pousser la porte, même si on ne vient pas pour acheter quelque chose, pour découvrir, pour regarder, pour s'émerveiller. Oui. Vous dites que c'est un lieu d'émerveillement. Oui, c'était mon challenge et c'était de pousser cette porte et de voyager dans un Paris 1900 avec ces meubles qui proviennent d'une quincaillerie, d'une ancienne quincaillerie. Et en fait, c'était une famille de tapissiers, la famille Péquignot, qui était dans cet atelier-boutique depuis plus d'1 siècle. Donc j'ai récupéré la boutique après ça et j'ai aussi voulu leur rendre hommage en gardant ce parquet à l'ancienne avec les tomates et toujours le lien avec le passé. Toujours le lien, oui, avec l'artisanat parisien et le passé. Ouais. Mon Paris de toujours, en même temps, c'est dans le titre. Ouais. Ouais. Est-ce que dans votre appréciation de Paris, l'évolution de la ville vous fait mal au cœur ou est-ce qu'elle continue de vous émerveiller? Le fait que Paris change, Paris évolue évidemment, Paris se modernise, est-ce que vous arrivez à continuer à entrevoir l'âme de Paris? Alors, moi, je ne veux pas être trop nostalgique du Paris d'hier, parce qu'il faut vivre avec son temps, et voilà, mais je fais aussi ce genre de livre pour rendre hommage à ces lieux et pour montrer que ça devient rare, en fait. La beauté d'hier, la beauté d'autrefois, ça devient rare. Et ces lieux, ça se cultive et qui ont des enseignes anciennes comme ça, où on faisait à la feuille d'or, avec un sol, un parquet qui craque, avec une petite sonnette quand on rentre, des meubles anciens, des anciennes merceries. On en voit de moins en moins. Donc il faut, je pense, s'arrêter 2 fois plus devant pour déjà leur rendre hommage et les faire perdurer dans le temps. Qu'est-ce qui vous touche dans ça? On sent que vous êtes ému quand vous racontez moi, ça me touche beaucoup. Cet univers, c'est quoi? Parce que c'est... c'est notre héritage? C'est un héritage, oui, c'est un héritage. Et c'est vrai que pour moi, ça devrait être important que ça puisse être sauvegardé, dans cette ville qui est Paris, quoi, parce que c'est... visiter un musée... C'est ce qui fait la richesse de Paris, c'est ce qu'on nous envie partout dans le monde. C'est une richesse importante. Et je pense qu'on en prend un peu conscience et j'espère que ça va venir davantage avec le temps. Et il y a des lieux où on peut continuer à vivre une certaine idée de Paris. Par exemple, dans le 18e arrondissement, au Lapin Agile, c'est un cabaret mythique qui a accueilli les plus grands en faisant vibrer l'âme de Paris. Ça aussi, c'est magique de pouvoir vivre des expériences et d'être projeté dans une autre époque, un autre Paris. Oui, à Montmartre, le cabaret Agile, c'est magique parce qu'on y va, on pousse la porte. Et, vous y allez souvent? J'y vais quelques fois et c'est accordéon et c'est les guinguettes comme dans un Paris 1900. Donc ça, juste ça, une soirée comme ça. Et on a voyagé dans un Paris d'autrefois. Donc c'est magique et beaucoup de Parisiens ne connaissent pas. Et ça, c'est dommage. Et grâce à vous, maintenant, ils vont pouvoir... Et en même temps, ça me fait plaisir, moi, quand des Parisiens me disent « Oh là là, j'ai découvert cette adresse, je ne suis jamais allé », alors qu'ils sont parisiens depuis un moment. C'est quoi l'idée? C'est de nous pousser à aller pousser des portes, justement, à aller découvrir ces endroits que vous nous proposez, ou c'est derrière de se laisser aller à l'émerveillement et sur ce livre magnifique et dans les rues de Paris? Oui, et je pense que c'est aussi retrouver une curiosité d'enfant qui est dans chaque adulte et c'est bien d'aller la chercher quelquefois juste pour voyager dans une ville dans laquelle on habite déjà, mais voilà. Grâce à vous, le voyage est magnifique. Merci beaucoup de nous avoir parlé de cet ouvrage incroyable, Mon Paris de toujours, qui est, je vous le disais, absolument sublime. Je vous remontre une dernière fois l'intérieur de ce livre et il vaut absolument le détour. Merci beaucoup de nous en avoir parlé avec autant de sensibilité. À bientôt et on passe à C'est tout bon. Aujourd'hui, dans C'est tout bon, je vous parle de ma table coup de cœur dans le 9e arrondissement. Carte restreinte, produits frais et sourcés, valorisation de nos terroirs et de nos spécialités régionales. Un sans faute au cœur du 9e arrondissement de Paris, à la décoration soignée. Ça s'appelle Les Invisibles et c'est 18 cités bergères. On va en parler avec vous. Mathéo Couturier, merci beaucoup. Vous êtes restaurateur pour cet établissement, donc Les Invisibles. Chez vous, c'est l'authenticité qui prime, le fait maison, avec une carte restreinte centrée autour de nos régions. Vous avez créé finalement le restaurant dans lequel vous auriez aimé aller manger. C'est un peu l'idée? Complètement. Bonjour. Merci de me recevoir. Ouais, c'est complètement ça. L'objectif, c'était d'être dans un lieu chaleureux, une auberge un peu dans le principe, entre l'auberge et le bistrot, mais que les gens se sentent chez eux.
ils passent la porte, que ce soit chaleureux et que on se tutoie, c'est tout de suite les gens se sentent... C'est une adresse de quartier? Ouais, on peut dire aussi ça, c'est une adresse de quartier, exactement, avec beaucoup d'habitués à la fois au déjeuner, à la fois le soir. Les gens reviennent, s'ils sentent bien, entre guillemets, le taux de retour est assez élevé, donc c'est c'est important. Satisfaisant, ouais, ça veut dire qu'on fait bien notre travail, quoi. On est content de se lever le matin si on a du monde. Rien de plus frustrant qu'avoir pas grand monde, et on touche du bois pour l'instant. Pour que ça continue. Ça va, ça se passe Ce bien. nom, Les Invisibles pour, et c'est écrit en haut de la carte, rendre hommage à tous ceux qui cultivent, élèvent, ramassent, plantent, nourrissent, cueillent, affinent, pêchent. Sans eux, nos assiettes seraient tristes et nos estomacs malheureux. On doit protéger ceux qui nous nourrissent, c'est important. Ouais, clairement. Oui, l'objectif, c'est de le mettre en valeur, mettre en avant les producteurs. Et en fait, sans eux, le restaurateur, il fait rien. Parce que sans eux, sans un produit de qualité, le restaurateur, il peut pas arriver à sortir un plat de qualité. Et aujourd'hui, ils sont trop invisibilisés. On ne sait pas qui produit, on ne sait pas qui pêche, on ne sait pas qui élève. Et il y a vraiment un travail là-dessus qui est important. Et donc je pense que l'objectif, c'était vraiment de les mettre en avant. Donc ils sont tous cités sur la carte. On a fait un gros travail sur le sourcing. On travaille au maximum en direct ou via des intermédiaires qui, eux, font le travail et arrivent à nous livrer dans les temps. Exactement. Des gens de confiance. Et ouais, c'est important. C'est vraiment l'objectif, c'est de les mettre en lumière. Chaque carte, justement, fait honneur à une région. L'idée, c'est aussi de valoriser nos terroirs. Vous avez commencé avec la Bourgogne, puis le Sud-Ouest, le Sud-Est. Et en ce moment, c'est la Normandie. Pourquoi ce côté chauvin? Je sais pas. Je suis pas franco-français, mais j'aime bien le côté français. Qu'est-ce que vous aimez dans la cuisine de nos régions? En fait, il y a une authenticité, il y a le fait qu'on mette le produit en avant, qu'il ne soit pas ultra transformé, mais qu'on prenne un produit brut, qu'on le transforme un petit peu pour en faire quelque chose de délicieux. Et en fait, il y a aussi une énorme variété incroyable. Dans toutes nos régions. On a une typicité incroyable selon les territoires. Et donc, c'est vachement intéressant. Moi, je me rends compte quand je voyage. Oui, clairement. En fait, il y a un nombre de spécialités. Des fois, je pars 3 semaines dans un endroit, je mange tous les jours la même chose, alors qu'en France, on a cette chance incroyable. C'est sûr, vous allez... je sais pas, vous allez en Grèce, c'est pas la même histoire. Là, en France, il y a entre la Corse, la Normandie, la Bourgogne, n'importe quoi. Là, par exemple, donc on est ce mois-ci en Normandie, on passe en Savoie la semaine prochaine. Oh, génial. Et en fait, je viendrai. Non, mais c'est vraiment très différent, produits très différents, à la fois les produits et à la fois les recettes. On essaie de mettre en avant des spécialités que les gens ont moins l'habitude de consommer à Paris. Ça, c'est génial, puisque c'est l'occasion de mettre l'accent sur ces spécialités ou certains produits de nos terroirs. Est-ce que vous pensez que c'est ça dont les gastronomes ont envie de lisibilité, de se dire « je sais ce que j'ai dans l'assiette, je connais le produit que je mange » ou je le redécouvre sous une forme travaillée, puisqu'évidemment, vous sublimez les produits, mais plus le sublimer que le remanier complètement, que le transformer? Il y a un peu de ça. Et il y a, je pense aussi, un côté où un retour aux traditions. Et donc les gens, ça leur fait plaisir de manger français, d'aller dans un bon bistrot, dans une bonne auberge avec des plats réconfortants, gourmands. Je pense qu'il y a de ça. À Paris, on a l'avantage d'avoir énormément de restos étrangers qui cartonnent et c'est vachement bien. Mais il y a aussi, c'est intéressant d'avoir ce côté un peu français. Et on le voit, il y a des chaînes qui se montent, Enco, qui fonctionnent très bien sur le côté français. Et c'est un peu dans ce mindset-là, d'arriver à avoir des produits, des bonnes recettes françaises. Et il y a beaucoup de régions, donc on n'est pas à court. Tous les mois, on change de région et on n'a pas de souci à en retrouver. Vous arriverez à vous renouveler. Ouais, on fonctionne aussi avec les saisons. C'est-à-dire que là, on est plus, par exemple, sur la Savoie parce qu'on arrive sur les mois d'hiver où il y a un peu de fromage, un peu de pommes de terre, Co. Donc ça coule sous le sens de consommer bien sûr de saison. Ça aussi, c'est important, la saisonnalité. Vous nous avez parlé tout à l'heure du sourcing, de ces producteurs, des circuits court, évidemment. Et là, on parle de saisonnalité. Tout ça, c'est les marqueurs de votre restaurant? Bien sûr. Aujourd'hui, les gens qui ne consomment pas de saison, ils sont à contre-courant complet. C'est important d'être dans son temps et de consommer de saison. Nous, je suis très viandard et je continue à en proposer dans mon resto, mais pas avoir que de la viande, avoir des plats végés, travailler aussi le poisson. C'est important d'être dans son temps. C'est une question de bon sens? Pour moi, oui, mais parce que je suis, entre guillemets, issu du banlieue parisienne, milieu aisé Co. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, d'avoir ce côté où il faut consommer de saison et il faut avoir conscience des enjeux climatiques et même si, en fait, un resto, c'est beaucoup de couverts, donc beaucoup de nourriture, l'impact, il est important, en fait. Sur le gaspillage, sur les produits que vous proposez, c'est important que ça soit bien sourcé et qu'en fait, les produits, ils aient du sens, quoi.
Quand on a une petite carte, on est aussi un moins gros gaspilleur, forcément. Vous avez choisi des micro-cartes. Quelques exemples de cette carte consacrée à la Normandie. En entrée, poire au vinaigrette, œuf, mimosa et noisettes torréfiées. Soupe de saison, châtaigne et andouille de vire. Moi, j'ai dégusté ça, c'était excellent. En plat, le poulet fermier mijoté au cidre crème et champignons petit épeautre. Ou la brandade de haddock fumé, bisque de langoustine. En dessert, un clafoutis aux poires à tomber par terre ou un crumble que je n'ai pas goûté. C'est quoi les marqueurs culinaires? Qu'est-ce que vous aimez retrouver uniquement dans la bouche? On a compris l'ADN, on a compris ce que vous valorisiez, les marqueurs de votre restaurant. Vous, qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez quelque chose qui vous fasse un câlin? Je pense que c'est important. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Un peu, assez réconfortant. Et donc, c'est une cuisine au beurre, c'est de la crème, c'est con, mais c'est quand même des choses comme ça qui sont importantes. La cuisine traditionnelle française, elle est à base de ça, de crème et de beurre. Donc ça, il y a ce côté un peu réconfortant. Mais il ne faut pas du gras à profusion. D'ailleurs, on se sent plutôt léger en sortant. Non, l'objectif, c'est... Il faut pouvoir retourner bosser après. Exactement, que ce soit équilibré. Sans rouler. Exactement. Mais il y a ce côté réconfortant, je pense. Et avoir une diversité de produits, tout en ayant une carte courte, que ça reste... En fait, l'avantage d'avoir une carte courte, c'est qu'on peut travailler plus en profondeur le plat, comme il y a moins de plats en fait, à travailler. Et les gens, ils sont compréhensifs. Avoir une carte de 15 plats, ça n'intéresse plus personne. Ça intéresse des gens qui s'intéressent pas à manger. Qui s'intéressent pas à la cuisine, quoi. J'ai envie de noter aussi la direction artistique du lieu, qui est connectée à cet engagement quasi militant pour nos territoires et le fait maison. Le menu est glissé dans un sorte de petit vieux livre de recettes, je ne sais pas comment expliquer. Moi, j'adore cette idée. Les assiettes anciennes ont été chinées avec goût. La décoration, elle est très soignée, c'est simple et branché, avec des rappels évidents à votre amour de la France et de la gastronomie. Vous aimez aussi cet univers, cet art de vivre? Ouais, c'est important. Aujourd'hui, les gens, quand ils vont au resto, ils cherchent une expérience. Et donc, le cadre est aussi primordial. Ce qu'il y a dans l'assiette, le cadre, l'accueil et le service, c'est les trois piliers qui sont très importants. Et donc, la déco &co, c'est aussi important. Mais vous vous êtes amusé? Ouais, c'est un plaisir. C'est un plaisir. J'ai mis un an à monter mon resto et c'était avec grand plaisir que je suis allé faire des brocantes. J'allais vous demander, vous aimez la brocante? C'était écrit. Typiquement, ça, c'est des assiettes, elles ont été chinées en brocante. J'adore vos assiettes. Il y a plein de trucs comme ça. J'ai des potes qui m'ont aidé à poncer les tables pour garder le mobilier qui était ancien, mais le retravailler. Plein de trucs comme ça, plein d'exemples. Le week-end prochain, j'ai un pote qui va en Normandie et je lui ai demandé de me trouver. Il a une liste de 4-5 trucs à m'acheter parce que. Ah, vous missionnez tout le monde, quoi. Ouais, exactement. Vous mettez tout le monde dans la boucle. Un peu familial. Et c'est ça que les gens viennent chercher. Je pense, ils le ressentent. Formule imbattable midi pour la qualité de ce qu'on a dans l'assiette. Entrée plat 20 € ou plat dessert 20 €. Avec le dessert, on monte à 27. Comment est-ce que vous faites? Ça vient aussi de ce sourcing en direct et cette carte qui est restreinte et donc de cette capacité à mieux gérer ses stocks? Et oui, il y a très peu de pertes, quasiment pas de pertes. Moi, j'ai travaillé dans d'autres restaurations où il y a énormément de pertes. Là, on n'a quasiment pas de pertes parce qu'on a des stocks petits. Donc en fait, on gère mieux nos stocks l'objectif c'est à la fois que ce soit un côté familial mais que les gens se sentent bien et donc le marqueur prix est quand même important. En fait aujourd'hui il est primordial. Surtout si on veut venir souvent. C'est ça, en fait si vous avez avec un ticket, si vous avez des prix trop élevés, les gens n'y reviennent pas en fait. Parce que les gens n'ont pas de blé. Donc en fait il n'y a pas de secret. Donc pour avoir du monde, moi je préfère faire un peu plus de volume, avoir des tickets moyens moins élevés et je m'y retrouve comme ça. Restaurant noté 5 sur 5 sur Google. Je crois que j'ai encore jamais vu ça parce qu'il y a toujours un imbécile pour mettre un 4 sur 5. On connaît. Non, mais pour l'instant, on s'en sort bien. Comment est-ce que vous l'expliquez? C'est un sans faute. Vous y attendiez ou pas? Non. C'est l'authenticité qui paye? Je pense que c'est l'authenticité. Après, il y a beaucoup de travail derrière quand même. En cuisine, j'ai des mecs top. En salle important, aussi. Ça, hein. À la fois en cuisine et en salle, on est des très bonnes équipes. J'ai beaucoup de chance. Mais c'est beaucoup de travail. Mais on a de la chance, entre guillemets. Ouais, c'est cool. Les gens sont contents, ils mettent des avis. On a 400 avis à 5 étoiles. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Pour vous allez décliner les régions, les terroirs, pardon. Ouais, exactement. Il y a encore beaucoup de choses à pousser. Il y a encore beaucoup de projets. Mais vous amusez aussi sur la carte des vins, la carte des boissons, c'est quelque chose qui vous botte? Moi, par exemple, je suis très Dijon. Et donc là-dessus, je passe mon temps. Dijon comprend digestif et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien sûr. Et je m'amuse vachement là-dessus à essayer de découvrir des pépites, &co. Et pareil, il y a un prix unitaire pour il y a 25 Dijon, il y a le même prix pour les Dijon. En fait, c'est ça aussi, c'est dans cette ambiance familiale. Oui, je ne vais pas avoir 15 prix différents pour 15 Dijon. On ne se bat pas à 50 centimes près, on essaye de faire plaisir pour que les gens aient envie de venir. Exactement, un peu dans ce mindset-là.
Merci beaucoup, Mathéo Couturier, d'être venu nous parler de ce restaurant génial. Les Invisibles, c'est dans le 9e arrondissement de Paris, 18 cité Bergère. Évidemment, il faut absolument y aller. Un immense merci et à très bientôt. Et demain, vous retrouvez l'excellent Damien Canivez dans Bienvenue en Ile-de-France. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès lundi pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. À très vite.